Alors bonjour à tous, on va corriger dans cette vidéo l'activité qui nous parle des gaz nobles, des règles de l'octet et formation des ions. L'objectif de cette activité, c'est d'essayer de comprendre pourquoi un atome va se transformer en ion et pour quelle raison il ne formera très souvent qu'un seul ion. Par exemple, on verra dans le tableau final, ici, j'y vais, que le lithium, ici, va former un ion, on verra à la fin, qui sera Li+, et on verra pourquoi il ne peut pas former, par exemple, Li2+, ou Li-. On verra donc ce qu'on appelle des règles de stabilité qui imposent à certains atomes le nombre d'électrons perdus ou gagnés pour se transformer en ion. Mais ça, c'est la finalité de l'activité. Avant, ce qu'on veut faire, c'est déterminer justement ces règles de stabilité, et on va voir qu'elles sont liées à des atomes qu'on appelle les gaz nobles. Donc dans le grand 1, on va s'intéresser justement à la stabilité de ces gaz nobles. Il y a un texte ici qui les présente, ces gaz nobles, et la première question qui est posée dans le sujet qui est ici, c'est citer les différents noms sur lesquels on rencontre la famille des gaz cités dans le document. Alors, dans le document, quand vous l'avez lu, on parle forcément ici de gaz noble, qui est leur nom actuel, donc forcément on le retrouve. On a un autre nom ici qui est gaz inerte. Et enfin, on en a un dernier qui est ici à la fin du document, qui est gaz rare. Donc on a trois noms pour la même famille, sachant que deux d'entre eux ne sont pas bons. Enfin, ne sont pas bons, en tout cas ne sont plus utilisés. Alors, les trois, on les retrouve ici, gaz noble, gaz inerte, gaz rare. La question 2 nous propose de décrire justement ceux qui ne conviennent pas et d'expliquer pourquoi. Alors si je reviens dans le document, ici, les gaz inertes, on nous dit qu'on les a longtemps appelés gaz inertes jusqu'à ce qu'on découvre qu'il existe des composés du xénon et du krypton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le xénon et le krypton sont capables de réagir avec d'autres atomes. S'ils réagissent avec d'autres atomes, ils ne sont pas inertes. Inerte, ça veut dire ne fait rien, ne réagit avec rien. Donc, le terme inerte n'est pas fortement approprié. Donc si on écrit ça dans le document, je vais y arriver. Donc ici, inerte, on a le xénon, qui est un gaz noble, et le krypton, forment des composés c'était déjà écrit, très bien, forment des composés avec d'autres espèces chimiques. Par conséquent, ils ne sont pas inertes. Inerte, ça veut dire ne réagit que personne. Ils ne sont pas inertes. Donc le terme employé au niveau de ces gaz, c'est pas l'idéal, inerte. Donc on l'a laissé un petit peu tomber. Ensuite, au niveau des gaz rares, on va voir à la fin du document, si je remets le document, ici on a donc les gaz nobles présentent un volume d'un peu moins 1% de notre atmosphère. C'est pour cette raison qu'on les qualifie de gaz rares. Alors la notion de rareté, elle est toujours à ramener à par rapport à quoi? Donc ça je le présenterai tout à l'heure. Et puis on nous dit en fait que l'argon, tout seul, lui, représente le pourcentage précédent. Donc savoir 1% de l'atmosphère, c'est de l'argon. Alors, si je reprends ma réflexion, je vais y arriver, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Pardon. Alors, ces gaz rares sont peu présents dans l'atmosphère, sauf pour l'argon. Alors, on nous dit qu'il fait à peu près 1% de la composition de l'atmosphère. Et pour le coup, dans notre atmosphère, on sait qu'on a du diazote, du dioxygène, ça c'est ce qu'on avait vu en début d'année, mais en fait le troisième gaz présent, eh bien c'est l'argon. Alors même si son pourcentage est de 1%, dans l'atmosphère, vu le volume de l'atmosphère, l'argon il y en a quand même beaucoup. Et donc il n'est pas si rare que ça. Donc c'est le gaz présent dans l'atmosphère après on l'a dit, diazote, ça c'est pour rappel, hein, en début d'année, et le dioxygène. Ce n'est pas un gaz rare. Hein, parce qu'il est présent au final en assez grande quantité dans notre atmosphère. Ce n'est pas un gaz rare. Par exemple, le dioxyde de carbone, lui, il est présent à 0,04%, donc beaucoup moins que ça. Pourtant, il a une influence sur notre atmosphère en termes de réchauffement climatique très importante. Ça, c'est quelque chose que vous verrez, alors vous en avez déjà sûrement parlé, mais c'est quelque chose que vous étudierez en enseignement scientifique en terminale. L'influence du dioxyde de carbone et des gaz à effet de serre sur notre atmosphère. Donc voilà pour cette question-là. En tout cas,
on a éliminé gaz inerte, on a éliminé gaz rare. Donc du coup, on a gardé gaz noble. Alors, pourquoi noble? Alors, on va en parler, gaz noble, pardon, on va en parler un petit peu après. En gros, l'idée, c'est associé à la notion de noblesse, qui était la noblesse des gens qui interagissaient peu avec le monde extérieur et qui étaient présents pas à très grande quantité, par rapport aux tiers états, par exemple. Donc c'est vraiment un parallèle par rapport à ça. Et ce qui nous intéresse dans la suite, c'est dans la question numéro 3, quelles propriétés chimiques caractérisent ces gaz? Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans les documents? Dans le document, en gros, tout au début du document, si je le remets, pardon, tout au début du document, on a ici ces gaz ont la caractéristique d'être très peu réactifs avec les autres atomes. On dit qu'ils sont stables, et c'est justement cette notion de stabilité qui va nous intéresser en chimie. De manière générale, la nature aime beaucoup la stabilité. On va toujours vers tendre de plus de stabilité. Et on va voir que certains atomes n'étant pas stables, pour devenir stables, vont se transformer en ions et vont essayer d'acquérir des caractéristiques des gaz nobles. Mais ça, on va voir un petit peu après. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils sont stables. C'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas avec grand monde. Donc, ici, hop, si je reviens sur le document, ici, qu'est-ce qu'on peut écrire? Ils sont très peu réactifs avec d'autres atomes. Ils sont naturellement stables. Et ça va être très important pour la suite. Stable. Donc ça, c'est une constatation avec le document. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, en termes de stabilité, c'est surtout en termes de stabilité chimique. Qui dit réaction chimique, dit qu'on va s'intéresser aux électrons. Et les électrons, on sait que dans un atome, et aussi dans un ion, ils sont répartis sur des couches et des sous-couches différentes. Donc on va comparer leurs différentes configurations électroniques. C'est l'objet des questions suivantes. Dans le document ici, si on passe à la partie réalisée, donner la structure électronique des gaz néon et argon, Z égale 10 et Z égale 18, et on nous demande combien d'électrons de valence ils possèdent dans la question suivante. Donc, en avant pour les questions. Donc, pour le néon, l'atome de néon Z égale 10. Alors, Z égale 10, je vous rappelle que c'est le nombre de protons de l'atome. Si on est dans un atome, on sait aussi qu'il y a autant d'électrons que de protons. Donc, il possède 10 électrons. Ça, c'est bon. On les répartit sur les différentes couches et sous-couches électroniques. De manière à obtenir la configuration électronique. La configuration électronique du néon est, donc je vous rappelle, on commence par la couche numéro 1, sous-couche S. Je peux mettre sur les sous-couches S 2 électrons au maximum. Celle-ci est pleine ou dite saturée, donc on bascule sur la couche numéro 2 avec la sous-couche S. Là aussi, je peux mettre que 2 électrons. Donc sur les 10 qu'il y avait là, 10 électrons qui étaient là, pardon, on en a déjà placé 4. Et il m'en reste donc 6 à placer. Eh bien, je continue. Je passe cette fois à la couche 2, mais sous couche P. Et je sais que je peux avoir 6 électrons sur la couche P. Les 6 qui me restent sont donc placés là. La configuration électronique du néon, c'est donc 1 S2, 2 S2, 2 P6. On continue la réflexion pour l'argon. Ici, l'atome d'argon Z égale 18, il possède donc 18 électrons qu'il va falloir que l'on répartisse sur les différentes couches et sous-couches électroniques. Une fois qu'on aura fait ça, on aura obtenu la configuration électronique de l'atome. Même réflexion, la configuration électronique est donc, on recommence comme tout à l'heure, je commence par la couche 1 sous-couche de S, sur laquelle je peux mettre 2 électrons. Celle-ci est pleine et saturée, je passe à la 2S, j'en mets 2 aussi, elle est pleine et saturée, j'ai mis 4 électrons, il m'en reste donc 14 à placer. Sur ces 14 là, je peux donc en mettre ici 6 de plus sur la 2P6, j'en ai donc placé 2 plus 2 égale 4 plus 6 égale 10, il m'en reste 8 à placer. Une fois que la couche 2 P6 est pleine, ça veut dire que la couche 2 est complètement pleine, je bascule sur la 3. La 3 ensuite, on commence par la sous-couche S,
On peut mettre 2 électrons ici. Ça me fait 12 électrons au total sur les 18 à placer. Il me reste donc 6 à placer et je les place sur la sous-couche 3P sur laquelle je mets 6 électrons. J'ai placé mes 18 électrons. Si on compte ici, 6 plus 2, 8. Plus 6, 14, plus 4, 18. On a bien les 18 électrons de l'atome d'argon. Donc là, on a les deux configurations électroniques de nos atomes de néon en haut et argon en bas. La question 5, on l'a déjà lu tout à l'heure, c'est on veut le nombre d'électrons de valence. Alors attention, nombre d'électrons de valence, ne pas se tromper. Ce sont ceux de la dernière couche électronique. Et j'insiste sur le mot couche, parce que je vous rappelle que la couche, elle est dénommée par un numéro. D'accord? Elle est désignée par un numéro, pardon. Donc la dernière couche électronique. Et ne pas confondre dernière couche électronique avec dernière sous-couche. D'accord? Cette couche électronique, on peut l'appeler couche de valence. Hein, parce que c'est elle qui contient les électrons de valence. Okay. Alors pourquoi elle est importante? Parce que ça va être la dernière couche de l'atome, la dernière couche électronique de l'atome. C'est donc les électrons les plus à l'extérieur de l'atome qui sont sur cette couche-là. C'est ceux qui vont interagir avec le monde extérieur, c'est eux qui vont faire les réactions chimiques. Donc c'est important de connaître combien il y a d'électrons de valence dans un atome. Donc maintenant, on y va. Je reviens sur la configuration électronique du néon qui est en haut. Ici, je vais chercher la dernière couche. La dernière couche où j'ai quelque chose. Si je regarde, attention, c'est le numéro, donc c'est la couche 2. La couche 2, attention, elle possède ici une sous-couche S, une sous-couche P. Bon, donc pour trouver la totalité des électrons de valence, il va falloir que je prenne les 2 de la couche S ici, de la sous-couche S, et les 6 de la sous-couche P. Donc ici, j'ai la couche de valence. Donc au total, si je viens ici, pour le néon, le nombre d'électrons de valence, c'est 2 pour la sous-couche S plus 6 de la sous-couche P. Il possède 8 électrons de valence. Bon, je fais le même travail maintenant pour l'argon qui est ici. L'argon qui est ici, si on regarde la dernière couche où il y a quelque chose, c'est la 3. Donc attention à bien encadrer ici les sous-couches S et P qui font partie de la 3. Il va donc falloir que je fasse la somme ici des électrons qui sont sur la sous-couche S et la sous-couche P de la couche numéro 3. Donc ici, j'ai la couche de valence. Ce n'est pas la même que le néon, mais par contre, on remarque qu'il y a quand même dans les deux 8 électrons. Donc ici, pour l'argon, il faut que je remonte ma feuille. Pour l'argon, on a un nombre d'électrons de valence de 2 plus 6 égale 8 électrons de valence. Bon, ça c'est une constatation. A priori, les gaz rares ont le même nombre d'électrons de valence sur leur couche externe. Bon, ok. Maintenant, ce qu'on a vu ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser aux ions. Dans la suite du document, ce qu'on nous dit, c'est que dans la partie analysée ici, on nous dit l'ion aluminium Al3+, c'est un atome d'aluminium qui a perdu 3 électrons. Donc si on a Z égale 13 pour l'aluminium, on est capable de déterminer le nombre d'électrons qu'il y a dans l'ion. Et donc on nous demande d'écrire la structure électronique, donc la configuration électronique de l'ion. Et de question subsidiaire, combien d'électrons de valence possède-t-il? Je lis la question suivante, comme ça je le ferai d'une traite, je ne reviendrai pas sur le document. On fait pareil avec l'ion soufre, cette fois on se rend compte qu'il n'a pas gagné et qu'il n'a pas perdu des électrons, mais il en a gagné 2. Donc vous savez qu'un atome pour se transformer en ion, il perd ou gagne des électrons. Donc là on a un exemple de chaque. Et même question, on demande d'écrire la structure électronique, c'est-à-dire la configuration électronique, et on demande le nombre d'électrons de valence. Alors let's go, c'est parti pour ça. Je vous remets, hop, donc je prépare ma petite feuille, je vous remets ça. Alors, ici, question 6. On nous dit l'atome d'aluminium Z égale 13. Donc si on a un atome et qu'on a un numéro atomique, on sait qu'il y a le même nombre de protons que d'électrons. On a donc 13 électrons dans l'atome d'aluminium. Ça c'est bon, c'est du déjà vu. Ensuite, il perd, on nous dit dans le texte, 3 électrons pour devenir un ion. Donc s'il perd 3 électrons, l'atome d'aluminium possède 13 moins 3 égale 10 électrons.
Et ces 10 électrons, il va falloir qu'on les répartisse sur les couches électroniques pour déterminer la configuration électronique. Donc j'en ai 10 à placer. Pour les 10 à placer, je vais mettre 2 sur la couche 1S, ensuite je passe à la couche 2 sur la sous-couche S, j'en mets 2 aussi, et il m'en reste, j'en ai placé 4, il m'en reste 6. Je les mets sur la couche 2, sous-couche P, donc 2P6. On a ici la configuration électronique de l'ion. La fin de la question 6, c'est on nous demande le nombre d'électrons de valence. Donc électrons de valence, je vous rappelle, ce sont ceux de la dernière couche électronique, je surligne couche pour pas que vous oubliez, appelée couche de valence. Je vais regarder ici dans mon document, je regarde la dernière couche, hop, c'est la couche 2, ici on a la couche de valence. Et donc, nombre d'électrons de valence, je prends les 2 qui sont là et les 6 qui sont là, on a 2 plus 6 égale 8 électrons de valence. 8 électrons de valence. Maintenant, je fais le même travail dans la question 7, cette fois pour le soufre qui lui n'a pas perdu mais il a gagné 2 électrons. Donc s'il a au départ un numéro atomique de 16, son atome possède 16 électrons. Il gagne 2 électrons d'après le texte pour devenir un ion. L'ion soufre S2- pardon, possède donc 16 plus 2 égale 18 électrons. Le nombre d'électrons de valence, j'ai pas du tout écrit la configuration électronique. Avant de le faire, il faut que j'écrive la configuration électronique. Donc on va être en 1s2, 2s2, 2p6. Si je fais ça, c'est la configuration plus classique, l'enchaînement classique. J'ai 10 électrons, il m'en reste 8 sur les 18. Je suis donc en 3s2, 3p6. Si je cherche les électrons de valence, je m'intéresse à la couche de valence qui est la numéro 3. Dessus j'ai 2 et ici 6 électrons. Donc nombre d'électrons de valence, je suis en 2 plus 6 égale 8 électrons de valence. Alors là, on remarque une chose que vous avez peut-être déjà remarqué. Si je prends mon atome d'aluminium, ici, il va perdre des électrons pour devenir un ion. Si je prends l'atome de sulfure, il gagne des électrons. Le but de chacun d'eux, ici, ça va être de revenir avec un nombre d'électrons de valence qui est de 8 ici et qui est de 8 ici. Alors quoi ça nous fait penser ça? Si je reviens un peu en arrière avec ce que j'ai vu tout à l'heure, si je reprends mes configurations électroniques du néon, qui lui est un atome, et de l'argon qui est un atome, on retrouve les deux configurations électroniques qu'on a vues tout à l'heure. Et sur leur couche de valence, à chaque fois, on retrouvait 8 électrons de valence. En gros, que se passe-t-il quand un atome va se transformer en ion? Eh bien, il le fait pour devenir plus stable. En fait, les gaz nobles sont naturellement stables. Un atome qui ne possède pas la configuration électronique des gaz nobles ne l'est pas. Et pour le devenir, eh bien, il va perdre ou gagner des électrons afin d'acquérir les configurations électroniques ici du néon, donc soit un S2, 2S2, 2P6 avec 8 électrons de valence pour le néon, ou alors une configuration électronique en 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 avec lui aussi 8 électrons de valence. Et une fois que l'atome a gagné ou perdu ses électrons, qui s'est transformé en ion, eh bien ils sont plus stables. Ils sont plus stables chimiquement. La nature, elle aime bien la stabilité. Du coup, ces espèces chimiques vont pouvoir exister et rester longtemps en place. Donc l'ion aluminium est très stable. Et puis l'ion sulfure est aussi très stable. Bon, alors, si on revient au document maintenant, document qui est là. Dans la question 8, on nous dit « La règle de l'octet proposée en 1904 par le physicien américain Gilbert Lewis permet de justifier le fait que certains ions se forment et d'autres non. Un octet est constitué de 8 électrons. Complétez l'encadré suivant afin de proposer un possible énoncé possible de cette règle. » Alors allons-y, alors celle-là, cette règle qui est là, qui est la règle de l'octet, on l'a un petit peu deviné avant, ça va pas être très dur à remplir, et puis là, je vous en parlerai un petit peu après, il y a une petite particularité pour certains éléments chimiques qui ont un numéro atomique assez faible, proche de 2. Ça, on va le voir après. Donc du coup, ici, si je prends mon petit document, je me prépare.
Je vous bascule ça. Ici, j'ai repris le petit encadré, qu'on puisse le remplir. Donc, règle de l'octet. Afin de devenir stable, les atomes ont tendance à adopter la configuration externe stable, possédant, on l'a vu, 8 électrons de valence, comme celle des gaz nobles. En gros, ils veulent copier la configuration électronique des gaz nobles. Pour ce faire, ils perdent ou ils gagnent des électrons. Alors, petite remarque, si on regarde dans un tableau périodique que je vais vous montrer, si on prend ce tableau périodique qu'on voit ici, vous avez, alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement ici la première période, la deuxième, la troisième. Ce qui est en dessous ne nous intéresse pas forcément. Donc là, si on remarque, déjà, on retrouve néon, argon, krypton, xénon, tous dans la dernière colonne. Ici, donc, on a la colonne des gaz nobles. On va prendre ici, par exemple, l'hélium. Lui, l'hélium, contrairement à tous les gaz nobles qui sont en dessous, cet hélium-là, il va avoir seulement 2 électrons. D'accord? Donc si je reviens ici sur ma petite feuille, l'hélium, il a 2 protons, donc 2 électrons. Si j'écris sa configuration électronique, je vais être en 1s2. L'hélium fait partie de la famille des gaz nobles. Donc chimiquement, il est très stable. Ce qui veut dire que certains atomes qui vont être ici, alors l'hydrogène je laisse un peu de côté, mais lithium, beryllium et bore, qui sont assez proches au niveau des numéros atomiques de celui de l'hélium, hein. L'hélium c'est 2, et puis ici lithium c'est 3, 4, 5, donc sont assez proches de 2. Eh bien eux, ils vont avoir tendance à vouloir adopter non pas une configuration à 8 électrons sur la couche externe, mais seulement 2. Et qui dit 2 dit dué, donc on a une autre règle qui est dictée. Il faut que je rebascule sur ce document-là. Non, qui est toujours là, ici, pardon. Règle du duet. Pour devenir stable, les atomes dont le numéro atomique est proche de celui de l'hélium, Z égale 2, ont tendance à adopter sa configuration stable à 2 électrons de valence sur sa couche 1. D'accord? Donc on va remplir ça sur le document. Ici, si je reviens, la règle du duet. Pour devenir stable, les atomes dont le numéro atomique est proche de l'hélium Z égale 2 ont tendance à adopter la configuration électronique à 2 électrons stables sur la couche 1. Ce qui veut dire qu'en gros, au final, quand les atomes se seront transformés en ions et qu'ils seront stables, ils auront cette configuration électronique là. Attention, important ce qui est écrit ici sur la couche 1. Si vous avez une configuration électronique du type 2S2, 1S2, 2S2, vous avez bien 2 électrons sur la couche S, mais ce n'est pas la couche numéro 1. Et si ce n'est pas la couche numéro 1, cette configuration-là, elle n'est pas stable. Elle ne correspond pas à la règle du duet. Okay. Alors, ce qu'il va falloir surtout retenir là pour qu'on puisse passer à la suite au niveau des ions, c'est les configurations électroniques qu'il va falloir qu'on retienne. En gros, configuration associée aux règles de l'octet et du duet. Donc, pour règle de l'octet, quand un atome ou quand un ion va respecter la règle du duet ou de l'octet, ils auront des configurations qui vont être un peu toujours les mêmes. Quand on va respecter la règle du duet, on va être en 1s2 uniquement. Et quand on va respecter la règle de l'octet, on sera en 1s2, 2s2, 2p6 avec nos fameux 8 électrons sur la couche externe. Ou alors, on sera en 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 avec là aussi les 8 électrons sur la couche externe. Ces trois configurations électroniques-là sont des trois configurations électroniques à connaître parce que c'est celles que l'on trouvera pour tous les ions. Et ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en évidence dans l'activité suivante, dans le grand 2 de l'activité. En gros, les atomes qui n'ont pas ces configurations électroniques-là vont vouloir les acquérir. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer si un atome doit perdre ou gagner des électrons pour devenir un ion. Alors, on bascule sur ici la suite de l'activité. Suite de l'activité, ici, application à la formule des ions monoatomiques. C'est-à-dire des ions qui sont constitués d'un seul atome au départ. On a un tableau qui est en dessous, on va le remplir ensemble. Vous allez voir, j'ai déjà rempli des choses, vous l'avez peut-être déjà aperçu quand j'ai tourné les feuilles. Et puis on va déjà remplir la première ligne, on le fera toute la ligne pour l'oxygène, et puis après il y a des choses que j'ai déjà faites.
Donc pour chaque élément chimique, il faut écrire la configuration électronique de l'atome dans la première colonne, c'est-à-dire cette colonne ici. Ensuite, on applique la règle de l'octet ou du duet pour déterminer le nombre de protons, n'importe quoi, pardon, d'électrons perdus par l'atome pour passer à l'état d'ion. Et enfin, il faudra donner la configuration ou structure électronique de l'ion correspondant. Et vous allez voir que dans cette colonne-là, on ne retrouvera que les configurations électroniques qu'on a vues pour le duet et l'octet. Mais ça, j'y viendrai en temps voulu. Et enfin, il faudra compléter par la formule de l'ion et on déterminera si ce sont des cations ou des anions. Donc il y a du boulot, mais vous allez voir que c'est un travail assez répétitif au final. Donc je bascule ici. Ça, je le garde pas trop loin parce que vous allez voir qu'on aura besoin pour comparer nos éléments chimiques. J'enlève cette feuille, on peut enlever celle-là aussi, et puis on va basculer ici sur, alors je vais garder ça sous le coude, on va basculer sur la suite ici du document. Hop. Donc, lithium, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va écrire la structure électronique de l'atome de lithium. Alors comment je fais ça? Il me faut du bleu, hop, qui est là. Le lithium, on sait que Z égale 3. Si Z égale 3, ça veut dire que le nombre de protons est égal à 3. Et si j'ai un atome ici, ça veut dire que le nombre de protons et d'électrons est le même. J'ai donc 3 électrons à répartir sur mes différentes couches et sous-couches. Donc je commence comme d'habitude, un S. Je peux en mettre 2 parmi les 3. Il m'en reste donc 1 et on sera donc en 2S1. Alors maintenant, l'habitude qu'il va falloir faire, c'est pour ça que les petites configurations électroniques qui sont là, il va falloir les connaître. On va comparer ce que j'ai obtenu ici pour l'atome avec les 3 configurations électroniques associées aux règles de stabilité. Si je compare, cette configuration électronique, elle n'est ni celle correspondant à la règle du duet, ni à celle correspondant à la règle de l'octet. Ce qui veut dire que mon atome de lithium, naturellement, il n'est pas stable. Il veut le devenir. Donc il a plusieurs possibilités. En gros, il peut devenir un ion ou s'associer à d'autres atomes pour former des molécules, mais ça on verra plus tard. Ici, c'est des ions qu'on veut. Donc, on va réfléchir maintenant et on va regarder cette configuration électronique. 1s2, 2s1. Si je le compare aux 3 configurations électroniques ici, je me rends compte qu'elle est comprise entre cette configuration électronique-là, 1s2, c'est-à-dire que cette configuration, il y a un électron en plus que celle-là, et puis celle-là, 1s2, 2s2, 2p6. Ici, on a des électrons en plus. Donc la question qu'on se pose, c'est on veut acquérir cette configuration électronique ou celle-là, et on va donc compter le nombre d'électrons qu'il faut perdre ou gagner pour obtenir l'une des 2 configurations électroniques. Si je prends celle-ci, je regarde, je suis en 1s2. Là, je suis en 1s2, 2s1. Donc, pour acquérir cette configuration électronique, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faudrait que dans ici mon atome, j'enlève un électron. Si j'enlève un électron, j'enlève l'électron qui est sur 2s1. Donc si j'enlève un électron, je me retrouve ici avec une configuration en 1s2. Cette configuration en s2, elle correspond bien à la règle de stabilité du duet. Donc ça fonctionne. Maintenant, autre remarque, ici, si je veux être en 1s2, 2s2, 2p6, pour acquérir cette configuration électronique ici, par rapport à là, il manque 7 électrons. Si je rajoute 7 électrons ici, je me retrouve aussi avec une configuration électronique stable qui respecte la règle de l'octet. Alors là, pour faire le choix, c'est pas très compliqué. On va aller prendre le nombre d'électrons gagnés ou perdus qui est le plus petit. Ici, il va être plus simple de perdre un électron pour acquérir une structure électronique en 1s2 plutôt que d'en gagner 7. Donc on va garder ici le terme, on va prendre perte d'un électron. Si je perds un électron, eh bien je vais acquérir cette configuration électronique là, donc je vais respecter la règle, je ne sais plus dans quelle couleur je l'ai écrit, la règle du duet, ici, et la configuration électronique que je vais obtenir, eh bien c'est celle qu'on a écrite ici, à savoir une fois que j'ai perdu mon ion, je me suis transformé en ion, enfin en tout cas le lithium s'est transformé en ion, et j'ai un électron en moins, donc je suis en 1s2. Pour la formule de l'ion, ici, vous allez faire le bilan des charges. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors on va faire toute la ligne, après on verra si la formule de l'ion, on y revient tout de suite ou après. Alors, on va prendre ici l'ion maintenant, parce qu'on veut la formule de l'ion. Donc, l'ion est ici, l'ion est là. Donc, il va falloir qu'on compare le nombre de charges négatives, donné par le nombre d'électrons. Ici, l'ion a 2 électrons, avec le nombre de charges ici,
positives qui sont données par le nombre de protons. Eux, le nombre de protons, ils n'ont pas changé, c'est dans le noyau. Donc on a toujours 3 charges plus. Ici, j'ai 3 charges plus. Là, j'ai 2 charges moins avec les électrons. Au final, si je fais le bilan, j'ai 3 charges plus et 2 charges moins. 2 charges moins vont annuler 2 charges plus. Il n'empêche qu'il me reste une charge plus. Donc pour mon ion, je vais avoir une formule ici qui va être, on reprend le symbole de l'atome, et il possède une charge en plus supplémentaire. Alors par convention, quand on a un 1 en chimie, on ne le met pas, donc ça pourrait être Li, un 1+, bah du coup on va juste écrire Li+. Et là j'ai obtenu la formule de l'ion. Donc ce que je vais faire la suite, c'est que on va continuer un petit peu avec les configurations électroniques. Vous allez voir que j'en ai fait certaines, il y a des lignes que je complète. Alors, ici, je suis sur le beryllium Z égale 4. Z égale 4, ça veut dire qu'il y a 4 protons. Si c'est un atome, il y a aussi 4 électrons. Donc on a 1s2, 2s2. Je compare cette configuration électronique que je viens d'obtenir aux 3 configurations électroniques stables que je connais. Elle n'y correspond pas. Du coup, mon atome n'est pas stable. Pour le devenir, soit il va perdre 2 électrons ici, perdre 2 électrons ici pour devenir 1s2, soit il faut qu'il en gagne 6 qui manquent sur la 2p6. C'est plus simple d'en perdre 2 qu'en gagner 6. Du coup, on va avoir une perte de 2 électrons ici et on va aussi respecter la règle du duet. Pour la configuration électronique, je retrouve exactement la même que précédemment, à savoir, j'ai perdu 2 électrons ici, donc 2s disparaît, il me reste 1s2. Pour la formule ici de l'ion, j'ai dit que je gardais le symbole de l'atome, Be pour le beryllium, et puis je compare le nombre d'électrons que j'ai ici, donc la charge des électrons, ici j'ai 2 moins avec les électrons, avec la charge ici des protons, j'en ai 4, donc j'ai 4 plus et 2 moins, il me reste donc 2 plus, on a Be de plus. Allez, on continue, ici je l'ai déjà fait. Sodium, on est 11 protons, donc 11 électrons. La configuration électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Pour devenir stable, alors ici, on regarde qu'on bascule un petit peu sur d'autres règles. Si vous regardez, j'ai mis règle de l'octet ici. Donc là, on est entre cette configuration électronique là et puis celle-ci. Donc soit je perds un électron et je deviens en 1s2, 2s2, 2p6 pour respecter cette règle-là. Soit il faut que j'en gagne 7 pour devenir sous cette forme-là. Il est plus simple d'en perdre un que d'en gagner 7. Donc c'est ce que j'ai écrit là, perte d'un électron, ça se voit peut-être pas très bien. On respecte la règle de l'octet cette fois, et donc la configuration électronique, ça va être 1s2, 2s2, 2p6, qui est écrite ici. Si je viens chercher la formule de l'ion qui est là, je regarde, je réécris le symbole, Na. Ensuite, je regarde le nombre d'électrons que possède ici l'ion. Il en a 6 et 4, 10. Il a 10 charges moins. Et il a 11 charges plus. Il y a donc une charge plus excédentaire qu'il va falloir que j'écrive ici. Je vous rappelle, on ne met pas le 1, donc on est en Na+. Ça, c'est pour le sodium. On fait le magnésium assez rapidement. On est à 12 électrons ici, parce qu'on a un atome et qu'on a 12 protons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ici, si on regarde, si je compare avec mes configurations électroniques classiques que j'ai vues, il ne correspond à aucune des trois. Il est compris entre celle-là et celle-ci. Si je regarde, il faut qu'il perde 2 électrons pour devenir sous cette forme-là, ou alors il peut en gagner 6 pour passer sous cette forme-là. C'est plus simple d'en perdre 2, donc c'est ce que j'ai écrit ici. Perte de 2 électrons, on respecte la règle de l'octet. La configuration électronique devient 1s2, 2s2, 2p6. J'ai enlevé juste les 2 électrons perdus ici. Pour la formule, on écrit le symbole. Et puis je regarde, j'ai toujours 10 électrons, ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. Par contre ici, j'ai 12 protons. Donc là, ça me fait 12 charges plus, 10 charges moins. J'ai donc 2 charges plus excédentaires. Donc ça, ici, si on regarde, à chaque fois, on a eu perte, 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 perte. On a eu des plus, 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 plus ici. Okay. Alors, on bascule sur l'oxygène. L'oxygène, j'ai écrit la configuration électronique déjà. Oups, pardon, j'ai touché la caméra. Oxygène, donc, on a 8 protons, donc 8 électrons à répartir, 1s2, 2s2, 2p4. Alors, ici, on regarde par rapport à tout à l'heure. On ne correspond pas à l'une des 3 configurations électroniques, donc on n'est pas stable. Ce que je vais faire ici, c'est que je regarde laquelle elle va être la plus simple d'atteindre. On est entre 1s2 et 1s2, 2s2, 2p6.
Si je veux celle du duet, il faut que je perde tous les électrons de la couche 2, donc à savoir 2 et 4, 6. Si je perds tous les électrons de la couche 2, je deviens bien un S2 et je suis stable en respectant la règle du duet. Donc il faut que je perde 6 électrons. Par contre, si je regarde, si j'en gagne 2 ici, mon 4 se transforme en 6 et j'obtiens la configuration électronique de l'octet. Donc là, je vais avoir, ça va être plus simple, pardon, de gagner ici des électrons. Donc à savoir, là, je vais écrire gain de 2 électrons ici. Et si je fais ça, je respecte la règle de l'octet. Si je gagne 2 électrons, ma configuration électronique est 1s2, 2s2, 2p6. Si on se rend compte, là, on a exactement la même que précédemment. Pourtant, on a gagné des électrons. Donc ça va dépendre des atomes qu'on rencontre. Pour la formule ici, je réécris le symbole de l'atome et je regarde. J'ai ici, comme tout à l'heure, 10 électrons sur mon ion. Par contre, je n'ai que 8 charges plus. Cette fois, on va avoir plus de charges négatives que de charges positives. Donc j'ai eu 10 moins et j'ai 8 plus. Et donc on va avoir un excès de charges négatives. Cette fois, on en a 2 et c'est 2 moins. Donc ici, si on regarde, on change. On n'est plus en plus, on est en moins. D'accord ? Donc sur la suite, là, ici, on a, pour le fluor, celui-là on l'a déjà vu, 9 électrons à répartir, 1s2, 2s2, 2p5. Ici, pour devenir stable, eh bien, il faut que j'arrive en 2p6, donc il va falloir que je gagne gain de 1 électron. Je respecte toujours la règle de l'octet. La configuration électronique qu'on obtient est 1s2, 2s2, 2p6. Pour la formule, même combat, F. Ici, j'ai 10 électrons, là j'ai 9 protons, j'ai donc 10 charges moins, 9 charges plus. J'ai donc un excès de charge négative. Comme tout à l'heure, on ne met pas le 1. C'est pas 1 moins. Bon, vous le mettez, c'est pas très grave, mais par convention, on ne le met pas. Et enfin, pour le chlore, on y va un petit peu plus vite. 17 électrons à répartir, ça fait 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Pour passer en 3p6, qui est le plus simple à obtenir, hein, il suffit que je gagne un électron. Sinon, je peux perdre tous les électrons de la couche 3, à savoir j'en perds 7. Donc il est plus simple d'en gagner un que d'en perdre 7. Donc gain d'un électron, on respecte la règle de l'octet. Et puis ici, on obtient la configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Et enfin ici, je réécris le symbole de l'atome. Je regarde le nombre d'électrons qui est là. Alors attention, cette fois, il y en a un petit peu plus, il y en a 18. Et ici, on a 17 charges positives avec les protons, ce qui me fait 18 moins, 17 plus. J'ai un excès d'une seule charge négative. Et on obtient ici l'ion Cl-. Bon, voici la correction de cette activité. Bon, j'espère que sur la charge ici, on est bon. Si, dernière petite chose, je le vois écrit ici, vous indiquerez la formule, puis ça c'est fait, si c'est un anion ou un cation. Alors on l'a déjà vu, hein, les cations sont des ions qui sont chargés positivement, et les anions sont des ions qui sont chargés négativement. Je suis en train de chercher deux couleurs différentes. Donc ici, tout ce qui est positif en termes de charge, là on va avoir des cations. Pas beaucoup de place. Et puis, si j'avais été malin, j'aurais commencé là. Ici, on a des charges négatives. On a donc des anions. Mais ça, bon, on le savait déjà. C'est juste pour la petite fin sur l'activité. Bon, j'espère que ça vous a aidé, en tout cas, surtout sur la fin de la correction. Je vous dis à bientôt.